Depuis que vous m'avez dit ça, je le fais, mais je comprends pas pourquoi j'y avais jamais pensé avant. Alors, bonjour Carole. Bonjour. Alors, je reçois aujourd'hui Carole Cantare. Oui. J'adore ton nom de famille, très chantant, l'occitan. Ouais. Tu es originaire de Toulouse. Oui, la région toulousaine, particulièrement de l'Avor. Voilà, j'y Bien. tiens. Donc, tu as étudié à la faculté de Toulouse, diététicienne nutritionniste, mais assez rapidement, tu as basculé vers une orientation plutôt qu'on pourrait appeler intégrative, hein. On est tous les deux plongés dans cette voie d'unir plusieurs chemins de la médecine qui portent vers la prévention et la guérison. Donc, par la suite, tu as tout de suite embrassé les études en sophrologie, Mmh. psychologie, donc ça t'a permis de développer des expertises qui fait en sorte que tu appliques des notions de nutrition qui sont assez élargies. J'aimerais que tu m'en parles, Carole. Avec grand plaisir. Effectivement, dans les années 90, vouloir mettre par exemple sur mon cabinet diététicien et sophrologue, je passais pour une extraterrestre. Et, et alors qu'aujourd'hui, eh bien, on y est en plein et d'autant plus. Donc en fait, c'est une approche qui ferait référence donc à la santé intégrative et qui utilise la connaissance des aliments, la physiologie, donc ça jusque-là ça va, mais qui va aussi associer la personne qui mange dans toute sa globalité. Le fait d'avoir fait justement cette spécialisation en sophrologie, ça te permet d'avoir un regard dans tes consultations où le patient va développer une nouvelle relation avec les aliments. Complètement, et en tout cas, je vais aussi utiliser ses émotions, ses comportements, ses connaissances, ses objectifs aussi, euh, pour identifier en fait le chemin, alors via la nutrition étant vraiment l'association de l'activité physique et de l'alimentation. On ne peut pas faire l'un sans l'autre, puisqu'on sait que même si on bouge un peu, même sans trop changer le contenu de son assiette, eh bien le corps va utiliser différemment le contenu de son assiette. Ah Voilà. oui, Mm. c'est Tout à fait. extraordinaire. Et on peut rajouter aussi donc tout l'aspect émotionnel, c'est-à-dire que si je mange pour parce que j'ai peur, ou je mange pour me faire du bien, ou pour apaiser ma colère ou mon Mm. angoisse, eh bien on va voir que là aussi, ça va être un moyen d'améliorer l'état émotionnel qui va lui-même améliorer le comportement alimentaire. Tout est lié. Et ensuite, par rapport à la sophrologie, ou en tout cas toutes les techniques de respiration et de relaxation, j'utilise vraiment des petits exercices très simples pour se recentrer, respirer. Très souvent en consultation individuelle, j'utilise le manger en pleine conscience avec des petits exercices qui permettent justement de redécouvrir nos sens en mangeant. À travers justement ton approche, tu es très sportive de nature et tu as fait des spécialisations Master 2, donc pour tout ce qui est nutrition, éducation physique, Ouais. prévention de la santé. Et maintenant, dans ton profil, c'est ce que tu fais concrètement au quotidien, parce que tu formes aussi d'autres professionnels de la santé. C'est-à-dire que d'une part, donc, il y a eu cette activité physique qui est pour moi qui m'a toujours accompagnée, que j'ai toujours pratiquée. Et d'ailleurs, récemment, suite à donc je pratique le trail, la course en montagne, en nature, en lien avec tous les effets de la nature sur aussi l'organisme. J'ai découvert la natation en vivant à Nice, mais pas parce Mm. que j'habitais à Nice, simplement parce que je me suis j'ai eu une fracture du pied. Et donc l'immobilisation m'a fait découvrir justement la mer, la natation, et m'a permis aussi de surmonter certaines fausses idées après représentations que je vais utiliser comme exemple à mes patients, parce que ça aussi c'est important d'expérimenter soi-même et d'être en pleine ce qu'on appelle la congruence. Quand on propose un chemin, des conseils, Mm. il faut avoir expérimenté, je pense, soi-même un petit peu, et en tout cas en être convaincu. Oui. Voilà, c'est. Et l'autre question, c'était par rapport à la formation. Effectivement, là aujourd'hui, je suis à un stade de ma vie où j'ai envie justement et j'ai choisi de transmettre toute
non seulement mes expériences, mes connaissances, que je mets encore à jour, parce que surtout en matière d'alimentation, de nutrition, eh bien on fait énormément de découvertes. On tient compte aujourd'hui, et j'en suis ravie, pas uniquement de l'aliment parce que ça s'appelle une pomme ou un haricot vert, mais on va considérer que cet aliment, comment il a été cultivé, d'où il vient, où il a été acheté, comment il a été préparé, comment il a été mâché, parce que la mastication est un élément clé dans le bien-être et dans la prévention et dans la santé, et voir comment aussi on peut partager le fait de manger. Hein, je donne... Ben, en fait, je me souviens dans ta conférence samedi dernier, hein, au sommet de l'Observatoire, où tu es très, très engagée. Tu parlais justement de l'importance de la mastication parce que quand on commence à manger, tout commence dans la bouche. Oui. Et le fait de mastiquer, c'est une conscientisation et on prépare l'aliment qui va descendre et qui va favoriser, je crois, aussi un meilleur microbiote. Exactement. Il y a énormément d'études scientifiques maintenant qui font cette relation. Et le fait justement aussi d'être dans cette période que j'appelle moi un peu de déconstruction, c'est-à-dire que on déconstruit le temps du repas, on déconstruit la composition de notre repas aussi, puisque maintenant on prend des trucs mous qu'on mange sans couvert, etc. et rapidement, c'est mou et c'est tiède. Alors, donc, c'est fait pour sauter cette première étape qui consiste à saliver. Et dans la salive, il y a plein de produits, des bactéricides, mais aussi plein d'enzymes qui commencent la digestion, des sucres, des graisses. Et on met en température aussi notre aliment, parce que le trop chaud, le trop froid, le trop épicé, etc., c'est pas très... Et on lubrifie pour justement que ce soit bien homogène. Voilà. Et donc, ne serait-ce que retrouver cette première étape est à mon avis fondamental pour tout ce qui va se passer par la suite. Et notamment donc au niveau de notre intestin ou de tous les autres microbiotes, hein, puisqu'on sait que l'alimentation ensuite va être acheminée vers les organes et leur fonctionnement. Oui, c'est un réel enseignement. Je pense que de réapprendre dans la conscience comment on s'alimente, et d'ailleurs, ça me donne faim tout ça, c'est une façon d'être plus en cohérence avec tout ce qui comporte les éléments de nos vies, hein, parce qu'on sait qu'on va s'alimenter tous les jours. C'est ça. Ça fait partie vraiment de nos besoins fondamentaux, comme celui de boire. C'est vrai que souvent, ça aussi, hein, s'hydrater avec de l'eau, de la bonne eau et très régulièrement, plutôt, alors qu'on aperçoit que dans certains pays, ce sont les sodas qui prennent la place malheureusement à l'eau simple. S'hydrater, dormir aussi, avoir un sommeil qui correspond aussi à notre mode de vie et bouger. Et pareil, si vous voulez, je peux approcher la nutrition, ou en tout cas l'accompagnement nutritionnel, à travers ne serait-ce que la qualité du sommeil, ne serait-ce que la façon dont les gens vont travailler par rapport à leur rythme de vie. Mon expérience aujourd'hui me permet de vraiment identifier les moments, en tout cas, où les moments clés et les conseils vraiment essentiels pour rééduquer le tout. Ce que je trouve fascinant dans ton parcours, parce que tu as vraiment un éventail de formations, de spécialisations qui ont fait que maintenant, ton profil avec tes formations, tu vas chercher tous les professionnels de la santé qui veulent comprendre l'importance de l'alimentation et le fait aussi d'avoir fait la psycho et les thérapies comportementales cognitives. C'est ça. En fait, c'est inclus. Vous voyez, en consultation, c'est pour ça que je parle de consultation de nutrition intégrative, parce que je vais pas dire, ben là, je vais commencer par ça, ensuite je vais faire le recueil d'autres choses. Non, en fait, c'est en fonction de l'identification des besoins, et ça c'est beaucoup l'expérience aussi, eh bien, je vais peut-être faire une petite séance de manger en pleine conscience, ou bien on va axer sur les émotions. Hein. Les thérapies cognitivo-comportementales, c'est ça, justement. C'est les émotions, les pensées et les comportements. Quand il y en a un des trois qui est bancal, peut-être que les deux autres vont compenser et mal. Ou ne serait-ce que certaines fausses idées qui font qu'on va mettre en place un comportement inadapté. Et donc c'est important de repérer, mais très concrètement, puisque si j'utilise que des injonctions ou des listes d'aliments ou des exemples de menus,
je suis sûre que ça ne fonctionnera pas. Ou peut-être un certain temps. Mais la personne devra demander tellement d'énergie pour appliquer ce qu'on lui demande qu'au bout d'un moment, ça va la fatiguer plus qu'autre chose. Ben, on dit d'ailleurs que dans ces approches en santé intégrative, c'est que le patient devient beaucoup plus actif, il devient acteur. C'est comme s'il y a une relation soigné-soignant et des fois ça s'inverse, dans le sens qu'il y a une conscientisation tellement profonde que le patient s'éveille à sa propre volonté d'agir dans le bon sens pour lui. C'est ce que tu fais. C'est exactement ça, c'est ce que je fais, que j'enseigne et je forme à ce qu'on appelle l'éducation thérapeutique. On essaye d'établir une alliance avec la personne, donc la mise en confiance, voilà, avec de l'empathie, avec tout ce qu'on peut connaître, un accueil chaleureux. Et à partir de là, une fois qu'on a identifié les besoins et la demande des personnes, on va justement lui faire acquérir des compétences d'auto-soin. Alors, compétences d'auto-soin, ça peut être des connaissances théoriques, mais ça peut être aussi des gestes techniques, ça peut être aussi des comportements, savoir, ben voilà, je dois faire attention à l'alcool, mais là j'ai le mariage de ma sœur, comment je vais faire? Voilà, c'est vraiment mettre en situation très concrète. Et quand on dit on le rend acteur, c'est qu'on va partir de lui-même. C'est pas moi qui vais lui faire une liste de tous les contextes, c'est lui qui va me parler, qui va m'amener justement ces contextes et voir comment on peut agir ensemble sur ce cheminement. J'utilise aussi donc voilà, donc c'est une transmission aussi de compétences qu'on définit comme psychosociales, c'est-à-dire qu'on va agir comme ça aussi sur l'estime de soi, sur la confiance en soi, sur les capacités qu'on croit ou pas qu'on a. Imaginez un patient, une personne à qui on a fait un diagnostic de diabète, par exemple. Eh bien, voilà, on va lui demander de se contrôler, donc se mettre des petites aiguilles dans les doigts. Nous, soignants, si vous voulez, c'est tellement banal, mais quelqu'un qui n'est pas du tout dans cet environnement, il n'avait jamais imaginé dans sa vie, il allait devoir se faire des piqûres. Mais ça, c'est quand même exploiter une capacité nouvelle à travers le contexte. Voilà comment j'essaye d'amener les personnes à adhérer et à changer. Oui, puis des fois, il y a des résistances aussi. Énormément. On réalise pas parce qu'en pharmacie, naturellement, on voit souvent les diabétiques et parfois, c'est un réel, j'allais dire calvaire, mais c'est le mot, de se piquer comme ça, là, puis de faire ces dépistages et c'est un peu comme rentrer dans un tunnel d'obligation. Alors, c'est là où ton apport peut dire, bon, je peux vous aider à avoir un changement de cette chronicité qui s'est installée dans votre corps. Parce qu'on sait maintenant que le diabète peut être réversible. Complètement. Ouais, ce qu'on croyait pas auparavant. En fait, c'était moins, disons, discutable. On va dire ça comme ça. Tout à fait. Et c'est vrai, c'est justement au lieu de dire, au lieu de répondre à cette résistance en culpabilisant la personne, en lui disant, il faut pas faire ci, enfin, vous vous rendez pas compte, mais vous êtes nul, enfin voilà, il peut y avoir toute une série d'injonctions vraiment négatives. Eh bien, on va essayer de comprendre pourquoi ça fonctionne pas. Et comment, effectivement, on peut l'aider ou même me faire aider avec un collègue qui qui pratique peut-être un peu mieux la sophrologie que moi ou au contraire, on est là tous avec des expertises différentes et il faut savoir aussi passer la main à d'autres professionnels de santé, aux pharmaciens aussi. Enfin, c'est de plus en plus, j'ai de plus en plus de pharmaciens qui se forment à l'éducation thérapeutique parce que justement, c'est vraiment tellement essentiel cette relation quand on va avec une ordonnance. Voilà, il y a beaucoup de choses à faire à travers, je pense aussi cette discussion-là. Moi, je donne beaucoup d'importance à la relation. Ouais. Et justement, dans mes conférences, je parle de l'importance de la gratitude, de ressentir, de prendre un petit peu plus de temps. Parce que c'est tout le défaut dans le domaine de la santé. Aujourd'hui, tout doit se faire vite. Mais c'est ce que toi et moi, on veut éviter justement par notre approche maintenant. Mais c'est quand même un défi. Il faut avouer que c'est pas toujours nécessairement évident. Donc, dans cette relation de bienveillance, on installe une préoccupation de connexion. Donc, c'est sûr à ce moment-là que les messages et la possibilité
d'avoir un chemin qui se développe pour le patient dans sa guérison ou dans sa prévention, d'adopter, parce que toi, c'est quelque chose sur lequel tu sais beaucoup, c'est tous les aspects préventifs. Oui, énormément. Et, et c'est justement en lui montrant ou en lui proposant d'essayer que c'est possible, en fait. Des fois, on ne prend pas le bon chemin, mais il y en a un autre. Et peut-être que ce nouveau chemin va même nous faire découvrir des choses ensemble. Parce qu'on apprend aussi beaucoup de l'autre, enfin des patients. J'anime aussi des groupes, donc des groupes, oui, éducatifs. Et c'est d'une richesse, voilà, improbable à la base. Et je remercie d'ailleurs chaque fois et les participants voilà, d'amener autant de retours d'expérience, de questionnements, qui permettent vraiment d'élargir même le champ des connaissances et des conseils. Ah, mais moi, je trouve ça fondamental. D'ailleurs, samedi, on a eu des patients partenaires qui ont fait des témoignages extraordinaires. Quelqu'un qui était justement dans ton groupe, là, le monsieur. Oui. Alors, Emmanuel Gasto, que j'avais rencontré donc à l'hôpital en néphrologie, parce que c'est une personne qui a été greffée 2 fois. Il a une petite période de dialyse entre les deux. Et en fait, je pense qu'on m'avait appelé pour lui faire une séance de sophrologie, avoir une biopsie rénale. C'est le souvenir que j'ai. Donc rien à voir avec la nutrition, alors qu'à l'hôpital j'étais diététicien, nutritionniste, mais de temps en temps je faisais des petites. Tu es venu à la rescousse. Voilà, on m'a appelé et on a pu respirer, voilà, mettre en place quelque chose de beaucoup plus positif. Et donc j'ai tenu à ce que Emmanuel témoigne parce que il a, grâce à l'activité physique, il le dit lui-même très bien, il a pu développer des capacités et un sens aussi à sa vie extraordinaire. Aujourd'hui, je peux surtout pas parler à sa place. Il est champion du monde des transplantés en sprint là depuis novembre 2023. Et en fait, quand il observe un petit peu avec un peu de recul, il se dit mais comment j'ai fait pour trouver ces capacités? Et ce qui m'a énormément touchée, c'est qu'il y avait mon fils donc qui assistait à cette conférence. Il m'a dit tu sais maman, il a raison. Mon fils n'était pas malade. Il m'a dit oui parce que Emmanuel il a dit oui, après la dialyse il était fatigué, mais des fois nous on peut ressentir qu'on est fatigué dans la vie de tous les jours. Il y a 2 choses, soit je dis que je suis fatiguée, je vais dans mon lit, je fais plus rien, soit j'entends pas que je suis fatiguée et je me mets en action et je sors de quelque chose. Et ça m'a fait énormément plaisir de voir comment voilà, ces témoignages impactent vraiment la façon de voir aussi le soin et l'accompagnement. Oui, en fait, quand on devient plus connecté, et c'est ce que nous tentons en tant que professionnels de santé à transmettre à nos patients, c'est que on change de paradigme. Alors, au lieu de s'enliser dans une émotion, on peut rebondir et retrouver son potentiel. Et c'est ce qu'Emmanuel a exprimé dans son témoignage. C'était fascinant. Écoute, oui, complètement. Il est tout à fait conscient de ça. Et j'irai plus loin. Alors, Emmanuel et d'autres patients, d'autres personnes qui se sont découverts des capacités et des ressources auxquelles ils n'avaient jamais pensé. Voilà, c'est ce qu'on appelle vraiment, c'est un axe très développemental un peu par rapport au contexte. Voilà, qu'on peut appliquer, nous aussi, avec ou sans maladie, dans la vie de tous les jours. Suite à un problème, un événement douloureux, voilà, les gens passent. Donc c'est vraiment très élargi au sens de la vie, souvent, je pense. Oui, en fait, on touche à la résilience, hein, puis il y a tout l'aspect aussi de sensibiliser que il y a plein de possibilités qu'on peut explorer. Et j'ai interviewé quand même jusqu'à maintenant beaucoup de professionnels de la santé et peu importe l'orientation, on cible toujours cette voie du plein potentiel. Et c'est extraordinaire parce que la santé intégrative, c'est justement l'objectif au lieu de travailler en silo. Et c'est ce que tu m'exprimais avant qu'on débute l'interview. Oui. Tu me disais, toi, tu es comme celle qui rassemble. Oui, c'est vrai, qui rassemble et qui élargit
même le même temps, oui. rassemblement, voilà, puisque justement, on élargit le champ de vision des personnes et elles sont déjà, enfin souvent en tout cas en consultation individuelle, elles sont un peu des fois très étonnées parce que c'est différent et enfin oui c'est différent et par contre les résultats ils sont très spectaculaires. La seule chose c'est que c'est pas du jour au lendemain puisque tu as parlé vraiment de se mettre en action. Eh ben oui, je peux pas le faire toute seule. Et donc, il faut faire adhérer la personne, l'impliquer, la motiver, renforcer aussi par rapport à tout ce qu'elle met en place, voilà, par rapport à l'objectif. Et des fois, c'est vrai que même en tant que soignant, c'est pas simple. Mais c'est justement ce que tu disais, cette relation permet d'avancer à deux et cette co-construction permet justement d'atteindre un objectif défini et qui peut parfois varier aussi. Hein, voilà. On touche au courage en même temps. Absolument. Le courage de vouloir changer. C'est ça. On l'a dit en même temps. Je dis avec toi parce que c'est tout à fait ça. Le courage de vouloir changer, c'est ça. Et de redonner l'envie aussi. Donner l'envie aux personnes et l'espoir que c'est possible en fait. Tu es très engagée donc au niveau de l'observatoire des thérapies complémentaires non conventionnelles. Oui, c'est ça. C'est ça. Alors ça qui est associé au CHU de Nice, au Centre universitaire. Observatoire de médecine, voilà, complémentaire et non conventionnel. Est-ce que tu peux élaborer un peu depuis combien d'années? Qu'est-ce que vous faites exactement? Alors, moi, j'y suis rentrée, je sais pas, depuis 4 ou 5 ans. Et donc, je connais pas trop je connais l'historique, mais c'est pas moi qui en parlerai le mieux, je pense. Mais en tout cas, là, aujourd'hui, on est vraiment des professionnels de santé qui, avec des connaissances, des expertises très différentes et qui utilisent en complément, justement, d'autres techniques. La sophrologie, l'hypnose, la méditation, et j'en passe, je vais oublier personne. Et pour justement pareil, pour répondre à cet objectif d'amélioration et d'accompagnement, la phytothérapie, j'ai oublié bien sûr, toute l'aromathérapie, voilà, et qui permet vraiment d'avoir des résultats autres et d'agir vraiment de façon très très globale, pas uniquement avec un symptôme, un traitement et une conduite à tenir en fait. Oui, puis j'ai vu, tu m'expliquais aussi que tu, avec d'autres professionnels de la santé, dont Véronique Mondin, tu développes des programmes que vous voulez mettre sur pied dans cette sphère. Voilà, à l'hôpital, donc Véronique a initié l'UF vraiment de médecine intégrative et voilà, j'ai un projet d'avoir des consultations de nutrition intégrative qui permettrait justement de pratiquer ce que je fais déjà en individuel, mais en libéral, quoi. Voilà, de façon plus peut-être. On pourrait faire de la recherche par rapport à ça, justement. C'est un peu mon objectif. Comme ça, dès qu'il y a des fondements scientifiques, en tout cas, ça permet d'être un peu plus intégré, et c'est le cas de le dire. En tout cas, et reconnu. Encore une fois. Oui, c'est ça. Mais en fait, c'est ça ce qui me fascine, moi, et la beauté, c'est qu'à travers justement ces approches, et de plus en plus, il y a des recherches qui sont structurées pour avoir des datas scientifiques, et on remarque que ça peut avoir des bienfaits énormes pour les gens qui souffrent de troubles alimentaires, et je crois que tu accompagnes des gens. Alors, oui, beaucoup. Et puis même si ce n'est pas le motif de la consultation, en fait, je constate qu'il y en a très très régulièrement. Et voilà, c'est donc là avec des thérapies cognitivo-comportementales, et puis toutes ces autres techniques de relaxation, l'activité, sortir, profiter de notre environnement. Enfin, en plus, nous vivons à Nice et on a la mer. On a la haute montagne, des randonnées, une belle ville avec vraiment une prestation culturelle assez florissante.
voilà, j'utilise aussi les ressources, de ma ville pour, qu'elles puissent, voilà, enfin, bah, en profiter puis, sortir un petit peu de leur corps ou de leurs problématiques en lien avec, l'alimentation. Mmh. Je confirme, vous avez une région extraordinaire. Inépuisable Oui. dans les ressources, c'est oui. Mais c'est vrai, donc il faut s'ouvrir à son environnement et parfois c'est cette possibilité pour le patient, le client d'avoir d'autres horizons. Exactement. Et souvent, il suffit de leur faire penser parce Mmh. que, combien de fois, j'ai la petite phrase en retour: «Ah bien, depuis que vous m'avez dit ça, je le fais, mais je comprends pas pourquoi j'y avais jamais pensé avant». Voilà. Et c'est des petites choses simples. Aller acheter le pain, pas très loin. Aller, faire le tour du jardin, enfin du jardin, communal, enfin aller à la mer, descendre à la mer, y aller à pied plutôt que de prendre le bus. Voilà, c'est des petites, suggestions, bon que je pratique et c'est peut-être pour ça que j'y pense aussi, et qui permettent vraiment de comment dire? De les accompagner au mieux, mais globalement. On peut pas parler que de l'assiette, Mmh. puisque l'assiette, eh ben voilà, il y a les courses, il y a la programmation des repas, il y a la famille, il y a les contraintes peut-être professionnelles Mmh. des horaires. Donc il y a des solutions à proposer. Il est important aussi pour moi, de leur laisser le libre choix. Je pense que j'ai un des rôles, c'est Mmh. vraiment de proposer plusieurs solutions et eux ont le choix de prendre aussi c'est la formule qui est la plus adaptée. Ouais, c'est toujours dans le respect, dans le fond, hein, de Complètement. oui, oui, oui. Oui, Ah, de l'autre, de sa façon de vivre, de sa façon de penser, de prier, de mmh. voilà. Ça, on peut pas le dissocier de Ça, c'est ce tout qu'on un fait. volet. On pourrait parler de ça parce que moi, je crois beaucoup au sacré et Mmh. Moi un rituel au quotidien, mais mmh, ce serait un propos qu'on nous pourrions faire, avec grand dans une autre plaisir. rencontre. Donc un grand merci Carole et à une prochaine, à très bientôt. Ah beh, je le souhaite, vivement et ce sera un grand plaisir. On se fait une promesse. J'accepte. Avec joie. Merci beaucoup, Brigitte. Oui, merci Carole.